Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Aline Sepret. Nous sommes à Taluyer, un petit village près de Lyon, le 16 juin 2018. Il est presque 5 heures du matin quand Michael... Taluyer, un petit village en banlieue de Lyon. Nous sommes le 16 juin 2018, au milieu de la nuit. Michael Corsessin d'Hervin, un homme de 37 ans, contacte les secours. Il vient de se réveiller en panique. Aline, sa compagne, a disparu. Vers 4h50 du matin. Richard Chitli, correspondant pour Le Monde à Lyon. Là, il y a un appel au 17 de la gendarmerie. Et au bout du fil, c'est Michael qui appelle la gendarmerie locale pour signaler la disparition de sa compagne Aline Sepret. Il est dans tous ses états. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il explique que sa compagne lui a laissé un message sur SMS la veille au soir, disant qu'elle s'absentait pour aller faire une course et lui faire une surprise et qu'elle n'est pas rentrée de la nuit. Il a essayé de la joindre, il a envoyé des messages vers 1h30 du matin, la voyant pas revenir. Et finalement, c'est à 4h, 4h30, où il dit elle n'est pas rentrée. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Je suis très inquiet, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il comprend pas que sa compagne ait disparu subitement dans la nuit et surtout qu'elle soit pas revenue. Les gendarmes ouvrent aussitôt une enquête pour disparition inquiétante. Michael, de son côté, entame lui aussi des recherches. Il commence par alerter tous les proches d'Aline. Michael poste déjà un message sur les réseaux sociaux et il prend l'initiative d'appeler lui-même les hôpitaux, les cliniques de la région, voir s'ils n'ont pas accueilli quelqu'un au nom de Aline Sepret durant cette nuit-là. Et ensuite, il essaye de contacter sa meilleure amie avec laquelle elle travaille. Loïc Bussy, avocat de la défense. Pour lui indiquer cette disparition inquiétante. Sa meilleure amie est réveillée par le coup de fil. Elle lui répond. Laurie prend tout de suite l'initiative de se rendre au domicile d'Aline. Damien Legrand, avocat de la défense. Pour voir si elle peut la retrouver. Il faut imaginer Laurie, Michael qui sont là à tourner, à se demander ce qui a bien pu se passer. Et plus le temps passe, plus cette inquiétude, cette angoisse devient prégnante. Le jour se lève et toujours aucune piste d'Aline. Elle semble s'être volatilisée. Alors les gendarmes appellent les proches que Michael n'a pas encore contactés. Ils commencent par Cécile Raymond, une amie de longue date rencontrée à la fac. Ce coup de fil la met dans tous ses états. Quand j'échange avec la police, je me dis tout de suite qu'il s'est passé quelque chose d'absolument terrible. Je relativise pas du tout et j'ai un mauvais pressentiment. Cécile Raymond, amie d'Aline. J'imagine le pire, donc tout de suite je suis dans le scénario où vraiment on la retrouvera pas, je sais pas pourquoi. Cécile n'a aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver Aline. Les gendarmes pensent alors à l'accident et partent à la recherche de la jeune femme sur la route de Taluyer, le village où elle réside avec Michael. Puis, ils font le tour de la petite bourgade et interrogent les voisins les plus proches. Taluyer est un petit village au sud de Lyon. Patrick Usan, avocat des parties civiles. Un ancien village viticole avec de très jolies maisons en pierre. Un village très calme, paisible, où rien ne doit se passer en réalité. C'est un petit village qu'il faut se représenter avec vraiment une rue étroite, avec des maisons en vis-à-vis. C'est vraiment un centre-bourg, comme on dit, où tous les voisins sont proches les uns des autres. Donc s'il y avait eu des éclats de voix, du verre cassé, des portes qui claquent, on l'aurait entendu. Donc l'enquête qui commence à ce moment-là démarre sur pas grand-chose, voire rien du tout. Aucune trace d'Aline dans le village. Et pas le moindre indice pour expliquer sa disparition. Mais
Pourquoi cette jeune femme de 35 ans s'est-elle ainsi volatilisée? Dès le début de l'affaire, les enquêteurs sont dans le flou. Aline a-t-elle disparu de son plein gré? Ou au contraire, est-elle en danger? Et pire encore, est-ce déjà trop tard? Pour le savoir, ils interrogent ses proches pour comprendre qui est Aline. Aline Sepré, c'est vraiment une très belle femme. Elle a 35 ans, elle est un petit peu dans la fleur de l'âge, comme on dit. C'est une jeune femme ravissante, avec des cheveux longs, des yeux verts magnifiques, un corps très élancé. En fait, on se retourne sur son passage et disons que les hommes ne sont pas du tout insensibles au charme évident d'Aline Sepré. C'était quelqu'un qui était très pétillante, très solaire. Aurélie Carré, amie d'Aline. Elle était plutôt vive. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de joie de vivre. Aline grandit dans le Jura, au sein d'une famille aimante. Puis elle s'installe à Lyon, où elle suit un cursus en communication à l'université. Elle a fait des études universitaires assez poussées parce qu'elle était plutôt douée à l'école et de fil en aiguille, elle est devenue chargée de communication dans le milieu universitaire. Donc c'est quelqu'un de brillant. Et c'est quelqu'un qui est passionné de danse. Et donc petit à petit, cette passion pour la danse va être de plus en plus présente dans sa vie. Enfant, Aline devient championne de GRS et sa passion ne la quitte pas. La journée, elle exerce son métier, mais à la nuit tombée, elle enfile ses chaussons de ballerine et s'entraîne sans relâche. Elle rêve de monter sur scène et en 2013, à tout juste 30 ans, elle décide de se lancer. Elle va avoir un véritable changement de vie où elle va annoncer à sa famille qu'en fait, elle veut maintenant vivre de sa passion qui est la danse. Aux grandes dames d'ailleurs de sa famille qui s'inquiètent un peu de savoir qu'elle devient intermittente du spectacle. C'est pas très rassurant pour des parents et pour sa sœur. Mais Aline veut réaliser son rêve. Alors elle monte sa troupe de danse et commence à se produire dans des cabarets lyonnais. Et le succès est au rendez-vous. Avec sa meilleure copine, Laurie, les deux sont danseuses émérites. Elles montent un duo de filles, la Two Girls Company, la compagnie des deux filles. Elles se produisent sur les scènes et les cabarets essentiellement de la région. Ce sont plutôt des numéros de musical, un peu burlesques parfois. Et c'est vrai que quand elle est sur scène, elle est assez magnétique. Elle fait énormément attention aux tenues, elle aime se déguiser. Je la revois encore faire ses chorégraphies. J'étais assez époustouflée par la prestation. J'ai été vraiment impressionnée. Son amie n'est visiblement pas la seule à s'émerveiller. Dans la salle de spectacle, un homme tombe sous le charme de la danseuse. Il s'appelle Michael. Il a lui aussi une trentaine d'années quand ils se rencontrent en 2013. Aline fait la connaissance de Michael, qui lui est dans une troupe de chant. Donc lui, il a une belle voix. Comme on peut l'entendre sur les enregistrements personnels de Michael lors de ses répétitions. Son terrain de prédilection, c'est, je dirais, revisiter les grands classiques de la chanson française. On entend beaucoup revisiter Balavoine, par exemple. Michael se targue d'avoir 8 octaves, c'est-à-dire autant d'octaves que le chanteur Daniel Balavoine. Michael commence à avoir une petite notoriété dans la région et ça lui donne des ailes. Comme dit la chanson, il se voyait déjà en haut de l'affiche. Aline, passionnée de danse, et Michael de chant, ils semblent faits l'un pour l'autre. Et la magie opère tout de suite. Ils sont assez mignons, ils sont dans le même univers.
Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il a un côté un peu chanteur avec costume à paillettes et elle avec les jupes qui froufoutent. Michael tombe éperdument amoureux de cette femme magnifique qui est artiste comme lui. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et très naturellement, entre ces deux artistes un peu extravertis, il y a une véritable idylle qui naît entre eux. Très vite, ils s'installent ensemble à Taluyer et ils décident de monter un spectacle en couple. Leur quotidien est rythmé par les répétitions et les shows. Sur scène, l'alchimie est totale. Retour à la gendarmerie. Michael est venu en personne signaler la disparition d'Aline. Il explique aux gendarmes que depuis 5 ans qu'ils vivent tous les deux, ils partagent tout. Alors pour lui, son absence est incompréhensible. Elle ne donne plus signe de vie depuis maintenant quelques heures. Damien Legrand, avocat de la défense. Ça n'est pas dans ses habitudes. Et là, évidemment, tout le monde commence à s'inquiéter fortement. Aline a disparu depuis la veille au soir. Ses proches n'ont eu aucune nouvelle et les gendarmes n'ont pas la moindre piste. Mais les recherches continuent alors qu'une découverte terrifiante est sur le point d'être signalée. Vers 13h, il y a un habitant de Taluyer qui est quelqu'un d'origine tzigane, gitane. Richard Chitli, correspondant pour Le Monde à Lyon. Et ce monsieur, il habite dans une caravane près de la route départementale et il a l'habitude de se promener sur un petit chemin de campagne. Il emprunte un petit chemin qu'il connaît très bien. Loïc Bussy, avocat de la défense. Et il avance sur ce chemin jusqu'au moment où il fait une découverte. Il va apercevoir la carcasse d'une voiture brûlée qui est nouvelle dans ce paysage et il va s'approcher de cette voiture-là et il va se rendre compte que c'est un véhicule qui a sans doute été incendié dans la nuit et en s'approchant, il va découvrir qu'à l'intérieur, il y a une forme humaine à l'arrière du véhicule. C'est une vision absolument d'horreur qui s'offre à lui, ce véhicule calciné, encore brûlant. En état de choc, le promeneur appelle la gendarmerie qui se rend aussitôt sur place. La situation est la suivante. Un véhicule quasiment calciné, avec à l'intérieur un corps, plus exactement un tronc. Patrick Usan, avocat des parties civiles. Il n'y a plus de membres inférieurs, plus de membres supérieurs. Ce corps se trouve à l'arrière du véhicule, entre le tapis de sol et la banquette. C'est une vision dantesque. Eux, ils découvrent 93 cm de corps uniquement. Et d'ailleurs, les pompiers vont peser en fait ce reste humain. C'est 18 kilos. Sous l'effet de la chaleur, le corps s'est disloqué. Les enquêteurs font tout de suite le lien avec la disparition d'Aline, qui vient de leur être signalée le matin même. L'état du corps ne permet pas de l'identifier, mais il semble que la voiture soit du même modèle que celle de la jeune danseuse. La plaque d'immatriculation, sous l'effet de l'incendie, est tombée. Donc on récupère précieusement la plaque d'immatriculation et là, très vite, ça ne fait aucun doute parce qu'en interrogeant le fichier des cartes grises, on se rend compte que ce véhicule est celui d'Aline Sepré. Et par conséquent, le corps quasiment calciné qui se trouve à l'intérieur du véhicule est le corps d'Aline Sepré. Très vite, une analyse ADN vient le confirmer. C'est bien Aline qui est morte brûlée dans la voiture. Qu'a-t-il bien pu se passer pendant cette nuit en pleine campagne ? Aline a-t-elle été la victime d'un accident, d'un suicide ou d'un guet-apens ? Pour tenter de remonter le fil de ce terrible drame, les enquêteurs prélèvent un maximum d'indices sur la scène de crime. Ils vont faire le tour du véhicule, s'en approcher progressivement et relever pas mal d'indices, puisqu'ils vont retrouver un téléphone carbonisé à proximité de la voiture. Ils découvrent une petite allumette toute près du véhicule qui ne s'est pas enflammée.
Et puis, un peu plus loin du véhicule, sur un muret, on retrouve une boîte d'allumettes. Et donc, ils vont poser une petite balise sur cet indice, ils vont recueillir cet indice pour l'analyser. Et plus ils s'approchent, et plus ils vont décortiquer la scène. Le corps d'Aline a été retrouvé à l'arrière du véhicule. Alors que s'est-il passé et pourquoi s'est-elle retrouvée prisonnière des flammes ? Ils vont examiner le pourtour de l'endroit d'arrêt du véhicule pour savoir par exemple s'il y a des traces de freinage excessif, s'il y a un dérapage, si le véhicule a pu subir une collision. Voir si elle n'aurait pas essayé d'éviter un animal qui traverserait la route en pleine nuit, ça c'est une possibilité. Mais comme il n'y a aucune trace de freinage, il n'y a aucun choc visible sur la carrosserie, les enquêteurs peuvent en déduire à ce moment-là qu'il ne s'agit pas d'un accident. Mais alors, pourquoi le véhicule s'est-il enflammé ? Les enquêteurs veulent déterminer les causes de l'incendie. Pour cela, il y a une technique infaillible qui permet d'identifier le point de départ d'un feu. L'expert en incendie procédera avec un drone, parce qu'avec ce drone, il peut prendre de la hauteur et voir la configuration des lieux et surtout la configuration de la voiture. On peut remonter le passé d'un incendie en fonction des couleurs, des traces laissées dans le véhicule. Et on voit les zones les plus chaudes. Ce que dit l'expert, c'est qu'il y a eu un produit inflammable qui a été utilisé dans cette voiture, qui a permis d'accélérer et d'allumer l'incendie. Pour l'expert, il n'y a pas de doute possible. C'est un incendie criminel. La voiture a été visiblement aspergée de white spirit, ce qui a occasionné sa destruction presque totale. Mais qui aurait pu vouloir assassiner Aline et faire disparaître son corps ? Et si elle avait été piégée à l'intérieur, encore vivante ? Pour déterminer les circonstances de sa mort, les enquêteurs demandent un examen de ses poumons. On ne va pas retrouver de suie, notamment dans son nez. Ses voies respiratoires ne sont pas bouchées par en fait les gaz. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Mieux encore, les poumons n'ont pas été attaqués par les gaz. Ce qui signifie une chose, c'est qu'elle était morte avant l'incendie. Elle a été placée intentionnellement à l'arrière de son véhicule et avec intention en fait de faire disparaître, de faire brûler le cadavre. Le meurtrier aurait donc cherché à maquiller son crime. Et pour l'instant, il est toujours en liberté. Aline avait-elle des ennemis ou a-t-elle été la victime d'un dangereux criminel ? À ce stade, le mystère reste entier, mais plus pour longtemps, car une piste est sur le point de voir le jour. Retour à la gendarmerie. À peine quelques heures après sa disparition, les enquêteurs annoncent le décès d'Aline à son compagnon. À ce moment-là, il est encore dans leur bureau. Et lorsque la nouvelle tombe, il est bouleversé. Il est éploré, comprend pas ce qui a pu se passer. Damien Legrand, avocat de la défense. Et lorsqu'on lui annonce qu'on a potentiellement découvert son corps, tout s'effondre autour de lui. La famille aussi est dévastée. Elle n'imagine pas qui pourrait en vouloir à Aline, une jeune femme aimée de tous. Pour ses amis Aurélie et Cécile, c'est un terrible choc. J'arrivais pas à comprendre. J'étais en état de sidération. C'était très dur. Elle a disparu le week-end où on aurait dû aller chez eux. Aurélie Carré, amie d'Aline. Donc très vite, on commence à cogiter et à se dire mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été là ce jour-là ? Je comprends pas parce que là on bascule dans un peu de la fiction. Cécile Raymond, amie d'Aline. Je sais pas, je suis sidérée en fait. Avec l'annonce du meurtre d'Aline, l'enquête prend une nouvelle dimension. La section de recherche commence les investigations.
Michael est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Les gendarmes vont donc l'interroger précisément sur son emploi du temps lors de sa dernière soirée avec Aline. Il indique qu'Aline serait rentrée vers 19h, 19h30 de son travail. Loïc Bussy, avocat de la défense. Et qu'il aurait proposé à Aline de boire un apéritif. Michael aurait servi 2 verres de vin rosé qu'ils auraient bu. S'en serait suivi un second verre qui serait constitué d'un shoot de vodka avec un sirop dedans. La soirée décrite par Michael paraît crédible. Mais depuis le début de son témoignage, les enquêteurs sont quand même perturbés par des marques qu'il a sur le corps. Lors de cette audition, il y a quand même quelque chose qui interpelle les gendarmes. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est que Michael présente 2 traces de griffures sur la joue et une au cou. Et du coup, il lui pose très ouvertement la question, expliquez-nous ces griffures. Et lui va tout de suite, spontanément, apporter une réponse. Richard Chitley, correspondant pour Le Monde à Lyon. En disant, mais avec Aline, on avait démonté un arbre à chat dans la maison, et c'est en faisant ce bricolage tous les deux que l'arbre à chat est tombé, que Aline a essayé de se rattraper à moi, et qu'elle m'a griffé à cette occasion-là. Et Michael dit simplement qu'après, lui, il est monté à l'étage pour aller voir des séries. Et puis Aline, elle est restée en bas comme elle le fait souvent. C'est à ce moment-là qu'elle l'aurait prévenu par SMS de son intention de sortir, lui acheter un cadeau. Michael explique qu'ils ont en effet pris l'habitude de communiquer ainsi à cause des étages dans la maison. D'ailleurs, il montre tous leurs échanges et à quel point il a cherché à la joindre pendant la nuit. Un message va être envoyé par Michael à 1h35, qui est le suivant. « Je me réveille, cœur, tu en as pour longtemps, je commence à m'inquiéter ». Il y a 2 visages émoticônes qui sont envoyés. « Cœur, point d'interrogation, le chat est rentré, il t'attend avec moi ». En tout cas, ces messages, c'est bien la preuve absolue dans l'esprit des enquêteurs qu'il était véritablement inquiet de plus en plus, jusqu'à les appeler juste avant 5h du matin. Les gendarmes ont visiblement face à eux un homme très affecté par le décès de sa compagne. Et en enquêtant sur ses antécédents, ils découvrent une personne sans histoire. Michael n'a pas le profil d'un criminel. Pour confirmer cette intuition, les amis du couple sont entendus à leur tour, et ils sont unanimes. Aux yeux de leurs proches, c'est un couple qui est vraiment très amoureux. Il y a des petits mots sur le frigo, des petits cœurs, des messages en permanence. Pour un anniversaire à ma chérie, t'as 1 an de plus, mais je t'aime encore plus. C'était touchant de les voir tous les deux parce qu'ils avaient des petits surnoms. Voilà, donc ce qu'on pouvait en dire, c'est que c'était un couple qui nous paraissait heureux, quoi, bien s'entendre. Dans le quotidien, ils semblent parfaitement heureux, on dirait qu'ils filent le parfait amour. On est dans un rapport amoureux quasiment adolescent, quoi, où tout semble parfait. En poursuivant les interrogatoires avec les proches, les gendarmes en apprennent davantage sur le passé de Michael. Ils découvrent qu'1 an plus tôt, un événement a fait basculer la vie du jeune chanteur. Il est dans sa voiture lorsqu'une autre voiture va arriver derrière et va le percuter assez fortement. Il va avoir ce qu'on appelle le coup du lapin. Et donc, il va être hospitalisé, il va avoir des séquelles au niveau des cervicales. Ça va entraîner des gros soucis de santé pour lui, et notamment le fait aussi de perdre sa voix. Et donc, vous imaginez bien que pour un chanteur, le fait de perdre sa voix, c'est perdre son outil de travail. Lui qui était habitué aux lumières de la scène passe finalement à cette lumière tamisée de sa chambre. Il se retrouve totalement isolé la journée car il ne peut plus se produire et il se replie de plus en plus sur lui-même. Il y a certes effectivement le fait qu'il soit affecté au niveau vocal, mais il est diminué physiquement. Pour les enquêteurs, cette épreuve aurait plutôt soudé le couple qu'autre chose. Surtout que d'après leurs amis, depuis son accident, Aline était devenue son ange gardien.
Michael semble donc hors de tout soupçon. Pour l'instant, l'enquête piétine. Mais l'affaire est sur le point de prendre une nouvelle direction. Et si Aline avait été victime d'une terrible vengeance? Michael cherche aussi toutes les pistes possibles. Et il a bien une idée qui pourrait expliquer le meurtre de sa compagne. Face aux gendarmes, il fait une révélation capitale. Il dit, écoutez, moi ce que je sais, c'est que au boulot, elle avait de gros problèmes avec une danseuse. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Elle en avait embauché une avec qui elle ne s'entendait pas et ça a clashé entre elles. Donc peut-être que ce renvoi a pu déclencher quelque chose chez cette danseuse. C'est un milieu de compétition dans le cadre duquel il y a évidemment beaucoup de coups bas et qu'on s'imagine parfaitement. C'est un milieu d'artistes, donc c'est un milieu où les égos sont un petit peu boursouflés. Et donc le coup de la rivalité entre les troupes de danse, c'est quelque chose qui est venu assez vite à l'esprit des enquêteurs. Les gendarmes s'intéressent de plus près à ce monde du spectacle et commencent par questionner les patrons de cabaret. Et rapidement, ils identifient la jeune danseuse décrite par Michael. Ils l'interrogent à son tour. Elle va confirmer effectivement la mésentente avec Aline, elle va confirmer le renvoi de la troupe. Mais là où elle va rassurer les gendarmes, c'est en leur disant « mais finalement, ça m'avait soulagé ». Parce que le niveau que demandait Aline et l'implication qu'elle demandait était trop importante pour moi. Elle avait aucune raison d'en vouloir particulièrement à Aline, bien au contraire. Pour les enquêteurs, cette discorde ne constitue pas un mobile suffisant. La jeune danseuse est donc écartée de la liste des suspects. Retour à la case départ. Les gendarmes n'ont plus de pistes. Alors ils décident d'interroger la famille d'Aline. Et c'est le témoignage de sa sœur Perrine qui va donner une nouvelle direction à l'enquête. Ce qu'elle révèle est édifiant. Dès 2014, et ça, Aline va le raconter à sa sœur, Aline se rend compte que Michael la trompe. Elle va s'en rendre compte en fouillant son téléphone, où elle va trouver effectivement des messages. Michael communique avec des femmes. Damien Legrand, avocat de la défense. Échange, il semblerait même parfois des photos, mais il n'y a pas de relation physique. Ce sont des infidélités, j'allais dire, virtuelles. Elle va lui mettre le nez dans la confiture. Patrick Usan, avocat des parties civiles. Et il va avoir cette réaction, il va partir du domicile, pratiquement pieds nus. On va le retrouver hagard. Lorsqu'on le retrouve, il est errant aux abords d'un champ, dénudé. Et il va expliquer à son entourage et au médecin qu'il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Du côté de la famille d'Aline, on commence déjà à ne pas l'aimer, ce Michael. On n'arrive pas à expliquer cette histoire. Et là, Perrine, la sœur, mais aussi le père, considèrent être face à quelqu'un de manipulateur et un menteur. Avec ce témoignage, les enquêteurs découvrent un autre visage de Michael et du couple qu'il formait avec Aline, loin du portrait idyllique décrit par leurs amis. Intrigués, les gendarmes veulent tenter de mieux cerner le jeune chanteur. Pour cela, ils vont sonder de nouveau le petit milieu du music hall. Beaucoup de gens vont raconter un couple un petit peu différent, c'est-à-dire avec une Aline un peu passive face à un Michael très autoritaire, voulant tout maîtriser et un peu cassant parfois. Corsessin d'Hervin n'avait de cesse de la critiquer, de la rabaisser, pratiquement de l'humilier. Il recherchait sans cesse ce qui n'allait pas. Comme lui se voit au sommet du chant et de la chanson française, il a un côté un petit peu méprisant. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc il aime bien que le monde du spectacle tourne autour de lui. Et donc c'est un portrait un petit peu en demi-teinte qui commence à se dégager de Michael. Pour en savoir plus, les enquêteurs réinterrogent les amis du couple qui cette fois se laissent aller à plus de confidences. Les proches d'Aline révèlent que depuis l'accident de Michael, le couple rencontrait des difficultés et la jeune femme s'était confiée à eux peu de temps avant sa disparition.
Depuis son accident, il est sous antidouleur et sous antidépresseur. Et ça veut dire que sexuellement, il ne peut pas faire grand-chose, voire rien du tout. Et donc Aline souffre un peu de ce manque d'intimité et de ce manque de relations sexuelles au sein du couple. Elle a évoqué brièvement, une intimité qui était un peu amoindrie par le fait de l'accident de Michael. Cécile Raymond, amie d'Aline. Ça pesait pas mal sur son couple. Elle était un petit peu à bout de souffle. Le couple allait relativement mal depuis que Michael est cloué à la maison, totalement diminué. Et elle, c'est mois et c'est mois à lui servir d'infirmière, de confidente, un petit peu parfois de souffre-douleur même. Ça commençait beaucoup à lui peser à Aline. Aline était lasse de cette situation. Seule, la danse lui redonnait le sourire et sa carrière était sur le point de décoller. Alors, avait-elle envie de rompre avec Michael pour retrouver sa liberté ? Les enquêteurs se posent la question, car le couple semblait au bord de la rupture. Alors, Aline et Michael se seraient-ils disputés ce fameux soir du 15 juin ? Pour en avoir le cœur net, une équipe part à Taluyer réinterroger tout le voisinage. Les voisins n'ont jamais rien entendu de suspect, d'éclats de voix, de disputes, d'assiettes qui volent et ce genre de choses, quoi. Mais il y a quand même une voisine qui, elle dit, mais moi je suis rentrée un peu tard, je suis rentrée à minuit et demi, et non, la voiture était là. Le gendarme dit, mais non, elle est partie à 21h. Ah, mais moi je me souviens très bien, le Picasso était devant la maison à minuit et demi. Je me souviens, je suis rentré et je me suis couché après. Elle est formelle sur le fait que ce véhicule va se trouver garé devant la maison, au seuil de la maison. Là, c'est un élément extrêmement lourd, ce qui évidemment est en totale contradiction avec ce qu'a raconté Michael. Avec ce témoignage, la version de Michael vole en éclats. Pourquoi ces allées et venues au cours de la nuit ? Michael ne leur a sans doute pas dit toute la vérité. Les enquêteurs décident de le placer en garde à vue. Au même moment, ils procèdent à la perquisition de la maison du couple. Les enquêteurs prélèvent tout d'abord des verres qui se trouvent dans l'évier de la cuisine. Loïc Bussy, avocat de la défense. Alors il s'agit de 4 verres, 2 verres de vin et 2 shooters, des petits verres. Et en fouillant la cuisine, ils vont tomber sur un élément quand même pour le moins troublant. Il faut se rappeler qu'il y avait cette boîte d'allumettes qui avait été trouvée à côté de la voiture calcinée. Et ils découvrent dans la cuisine un total de 21 boîtes, la même boîte d'allumettes que celle qui a été retrouvée sur la scène de crime. Des boîtes d'allumettes identiques qui portent la mention El Latino. Cette découverte est accablante car les gendarmes établissent un lien direct entre ces allumettes et Michael. Elles proviennent d'un club-restaurant où il a travaillé. Michael semble en mauvaise posture, mais il n'y a pas encore de preuves. Et c'est un chien qui va apporter l'élément le plus compromettant, car les enquêteurs ont demandé l'intervention de la brigade cynophile sur la scène de crime. Le chien pisteur va sentir les habits de Michael qui ont été prélevés lors de ce garde à vue, comme c'est la procédure. La première chose que fait le chien, c'est qu'il va conduire les enquêteurs sur la piste du véhicule incendié. Et donc on établit non seulement que Michael, en tout cas son odeur, a très clairement cheminé entre son domicile et le lieu d'incendie du véhicule. Et là, bien sûr, l'étau se resserre. Ça fait quand même beaucoup de choses contre Michael à ce moment-là. L'interrogatoire commence alors que les gendarmes ont en leur possession des éléments solides. Ils pensent donc pouvoir le déstabiliser rapidement. Mais ils ont visiblement sous-estimé le potentiel de Michael. Dans le cadre de ces gardes à vue, Michael Corsessan sera très sûr de lui. Il va avoir réponse à tout. C'est une disparition d'une femme qui lui a dit « Mon amour, je reviens, je vais te faire une surprise ». On essaie de le coincer sur le coup des allumettes. On dit « Mais attendez, il n'y a que vous qui ayez ce type d'allumettes dans le coin ». Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers.
Il dit mais non, mais Aline aussi, elle pouvait m'en piquer de temps en temps. Donc il est possible que ces allumettes, finalement, aient été prises directement dans la bagnole, dans le sac d'Aline. Il le questionne pour savoir comment expliquer que son odeur soit repérée par le chien. Donc il le met sous pression. Il dit bah oui, ça me paraît tout à fait normal. Bah évidemment que le chien note ma présence olfactive. Damien Legrand, avocat de la défense. Dans un véhicule que j'ai de nombreuses fois occupé. Les enquêteurs sont désarçonnés par un tel aplomb. Alors ils changent de stratégie et renvoient Michael un long moment en cellule. L'idée est de le laisser gamberger jusqu'à son prochain interrogatoire. Et ça marche. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, alors qu'il est assez prostré, qu'il s'attend à recevoir de nouvelles questions des enquêteurs. Il marque un temps d'arrêt. Finalement, il va dire, bon écoutez, je vais vous raconter la vérité. Il s'agit d'un accident. Où, en fait, l'arbre à chat a toute son importance. Il faut comprendre qu'ils vivent seuls, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont qu'un chat. Et ce chat devient de plus en plus gros. Et donc, ils ont créé pour ce chat une sorte de grand labyrinthe. Donc ça fait plus de 2 mètres. Et ça mène à la gamelle du chat. Il s'avère que le chat ne passe plus du tout par cet arbre à chat, ou rarement. Et donc c'est pour ça qu'il décide de se débarrasser de cet arbre à chat. Aline serait montée pour dévisser une partie de l'arbre et que là, elle aurait basculé, perdu l'équilibre. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et en tombant, elle l'aurait griffé au visage, au cou, et que la tête aurait heurté le sol et qu'elle serait morte du coup du lapin. Il dit mais non, j'ai tout de suite compris qu'elle avait pas de pouls. J'ai eu peur parce que je me suis dit qu'on allait m'accuser moi en fait. Mais j'assumais tellement pas d'appeler les secours que j'ai voulu faire croire à un accident. Il dit que, après l'avoir veillé pendant des heures et avoir pleuré à son chevet, Patrick Usan, avocat des parties civiles. Il s'est souvenu qu'elle voulait être incinérée. Et c'est pourquoi, dit-il, il a transporté son corps avec les restes de l'arbre à chat, parce que c'était la dernière chose qu'ils avaient faite ensemble. D'après Michael, ce serait donc un malheureux accident domestique. Malgré cette explication, il est maintenu en détention et mis en examen pour meurtre, car sa version ne convainc personne. Cet homme va avoir cette ressource incroyable. Ça n'est pas un tueur à gages. C'est un homme, monsieur de tout le monde. Cette ressource incroyable de faire une mise en scène par cet échange de textos entre son téléphone et celui d'Aline. Quand on met au point un tel stratagème alors que l'on est coupable de rien, pour les enquêteurs, ça paraît complètement délirant, illogique. Ils savent qu'ils sont face à un meurtrier, donc maintenant il faut le coincer. Mais sans preuve formelle, la suite de l'enquête s'annonce difficile. Pour les proches, l'arrestation de Michael, quelques heures après la découverte du corps de la jeune fille, est de nouveau un terrible choc. Il a brûlé le corps, il a mis en scène un scénario macabre absolument incroyable. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Aurélie Carré, amie d'Aline. Déjà. Et qu'on puisse surtout faire ça à Aline, qui était quelqu'un de tellement droit, tellement honnête, tellement bienveillante. Que bon, c'est tellement sordide et crapuleux que ça semble complètement irréel. Encore maintenant. Amour, enfin c'est... Quand j'apprends qu'il est impliqué, ça me fait mal en fait. Parce que c'était quelqu'un que j'ai reçu à la maison, qui a dormi chez moi, qui a dormi dans une chambre d'amis à côté de mes enfants. Cécile Raymond, amie d'Aline. Donc non, je suis sidérée. Et puis au fur et à mesure que les détails de l'affaire sortent,
J'ai envie de vomir, quoi. Là, l'image du gendre idéal, elle s'écroule d'un seul coup, parce que derrière ce chanteur, ce crooner, se cache peut-être un personnage totalement machiavélique qui a baladé les enquêteurs depuis le début de l'affaire. À la section de recherche, les gendarmes découvrent justement de nouveaux éléments compromettants. En analysant l'historique de son ordinateur, ils trouvent des messages accablants. On va découvrir qu'il entretenait régulièrement 2 autres relations avec 2 autres femmes, avec lesquelles il échangeait des messages connotés sexuellement, même présentait une photo de son sexe en érection. Ça peut paraître bête d'envoyer des photos de sexe en érection, etc. Mais en fait, ça va être un élément déterminant du dossier. Parce que il envoie des photos de son sexe en érection prises après son accident. Or, il est censé être impuissant. Il ne touche plus à Aline. Et Aline s'en plaint. Ça met aussi la puce à l'oreille sur un trait de personnalité de Michael Corsessin. Loïc Bussy, avocat de la défense. Qui est celui de la duplicité et du mensonge. Pour les gendarmes, Michael a joué un double jeu et ses infidélités, même virtuelles, pourraient constituer un mobile. Ils sont maintenant convaincus de son implication dans la mort d'Aline. Alors ils demandent un examen plus approfondi du corps pour tenter de déterminer les causes exactes du décès. Et cela commence par des analyses toxicologiques. On va découvrir que dans le corps d'Aline, il reste des traces de médicaments. Il reste de l'amitriptyline. Voilà. Donc ce médicament-là, c'est un antidouleur qui a pour effet d'endormir, d'abaisser la tension. Richard Chitli, correspondant pour Le Monde à Lyon. Il reste des doses qui sont mesurées et qui sont très importantes, qui sont 100 fois plus importantes qu'une dose quotidienne. C'est 500 gouttes au lieu de 50. Alors immédiatement, on se dit, mais elle était malade, elle était dépressive, etc. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. L'entourage tout de suite dit, ah non, elle prenait rien du tout. Non seulement elle ne prenait surtout jamais le médicament, parce qu'elle était extrêmement soucieuse de son corps. Son médecin, lui aussi, est catégorique. Il n'a jamais prescrit ce médicament à Aline. En revanche, Michael prend ce traitement pour sa dépression. Et cette révélation fait écho à une nouvelle analyse. Suite à la perquisition, tous les scellés ont été examinés. Et là encore, le résultat est confondant. Dans les verres saisis en perquisition, Damien Legrand, avocat de la défense. On va retrouver la trace dans le fond de 2 verres d'amitriptyline. Ça veut dire que ce soir-là, de l'amitriptyline a été mis dans les verres et s'est retrouvé dans le corps d'Aline. Et on peut donc supposer qu'elle a été volontairement empoisonnée pour avoir son attention baissée et ensuite passer à l'acte. Pour les enquêteurs, tout indique qu'Aline aurait été droguée par Michael, ce qui signifie qu'il aurait donc prémédité son geste. Quand les résultats complets de l'autopsie tombent, cette hypothèse est confirmée. Sur la boîte crânienne, il n'y a aucune trace de coup, en tout cas de coup mortel. Donc la thèse de la chute accidentelle ne tient pas. Et il va y avoir surtout 2 éléments très importants. C'est des bouts de tissu qui vont être retrouvés dans les restes d'Aline, notamment un bout de tissu dans la bouche et ce qui reste d'une ceinture autour du cou. L'autopsie a révélé que la mort était consécutive à une asphyxie mécanique, c'est-à-dire avec les mains. Patrick Usan, avocat des parties civiles. Soit les mains plaquées, soit les mains autour du cou, et également avec l'aide d'une espèce de ceinture qui a laissé une marque autour du cou. Donc tous ces éléments rassemblés, comme un puzzle, pour le juge, ça caractérise vraiment une préparation assez machiavélique et même très déterminée pour avoir mis en œuvre la mort de la victime. Avec ces nouvelles preuves, les enquêteurs pensent pouvoir faire avouer Michael. Il est donc extrait de sa cellule, mais il ne se démonte pas. Il explique qu'en fait, c'est Aline qui lui volait ses médicaments. Et quand les enquêteurs lui révèlent que sa compagne a été étranglée, Michael sort alors sa dernière carte,
l'amnésie. En fait, il ne se souvient plus de rien. À plusieurs reprises, ils le mettent en face de ses contradictions. Vous voyez bien que c'est impossible. Vous voyez bien que le crâne ne présente aucune trace faisant état d'un coup qui aurait pu occasionner la mort. Vous voyez bien que c'est une asphyxie mécanique qui a été matériellement et scientifiquement démontrée. Michael Corsecin, là-dessus, va exprimer le fait qu'il essaie de se souvenir. Michael a-t-il réellement des trous de mémoire ou est-ce une stratégie de sa part? Impossible de le savoir. Le mystère autour des circonstances de la mort d'Aline reste entier. Juillet 2019. Un an après son arrestation, un événement vient relancer l'enquête. Depuis sa cellule, Michael adresse un courrier au juge d'instruction. Il souhaite le rencontrer au plus vite. Va-t-il enfin passer aux aveux? Il explique au juge et il l'écrit, il y a des souvenirs qui me reviennent. Et donc je veux être entendu par vous pour vous livrer d'autres éléments d'explication. En fait, il va expliquer que Aline, elle aurait découvert une éventuelle infidélité, même virtuelle. Elle se serait énervée. Elle criait, elle était hors d'elle. Et là, il dit, elle m'a mis les deux mains sur les épaules, j'ai ressenti une douleur incommensurable. Et en réflexe, je pousse Aline, qui là percute une chaise et s'effondre de la tête la première sur le rebord de l'escalier. Michael maintient donc la thèse de l'accident. Mais cette fois, il reconnaît son implication. Dans le cadre de leur dispute, il l'a bien poussée, dit-il. Mais à aucun moment, il n'a souhaité sa mort. Pour le juge d'instruction, c'est un premier pas vers la vérité. Pourtant, les zones d'ombre sont encore nombreuses. Enfin, il n'explique pas les traces de ceinture qu'on a retrouvées sur le cou, ni le tissu qui a été retrouvé à l'intérieur de la bouche. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui laisse imaginer qu'elle n'est pas tombée sur la tête, elle a été asphyxiée. Pour Michael, c'est toujours une dispute qui a mal tourné, alors que pour le juge d'instruction, le chanteur aurait bien prémédité son geste. Mais pourquoi aurait-il voulu se débarrasser d'Aline ? L'enquête a permis de révéler un mobile possible. C'est à l'époque où Michael a perdu sa voix que tout aurait basculé. Tout d'abord, il y a le fait qu'Aline reste dans la lumière alors que lui est replié depuis son accident et donc il vivait très mal qu'Aline puisse être dans la lumière et lui dans cette ombre. Et donc, il y a une blessure, ce qu'on appelle une énorme blessure narcissique. C'est un homme qui a besoin qu'on le regarde, qu'on l'admire, qu'on le voit. Et donc, cette blessure narcissique aurait été si grande qu'on n'aurait plus supporté que sa compagne, elle, continue à briller sur les feux de la rampe. Et c'est tellement insupportable pour lui que le dernier recours est de la tuer pour la garder. Est-ce que la jeune femme comptait vraiment le quitter ? Michael était-il jaloux de son succès ? Impossible de le savoir. Mais une chose est sûre, Aline était promise à une belle carrière. En lui ôtant la vie, Michael a brisé son rêve. Pour les enquêteurs, il aurait donc tout orchestré à l'avance. Voici selon eux le scénario probable du crime quand la jeune femme est rentrée du travail à 19h45. Ce soir-là, il a décidé de donner la mort à Aline Sepré. Il lui a donné un verre de vodka contenant ce produit, un verre de rosé contenant ce produit. Elle finit par être un peu droguée, peut-être par voir les choses de moins en moins claires. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Il doit avoir une ceinture à disposition pas loin ou un lien. Il va profiter de l'état semi-comateux d'Aline pour l'étouffer. Elle a dû se débattre, elle a dû crier. Et on a retrouvé sur le visage de Corsecin d'Hervin différentes griffures, mais surtout une griffure là, laissant penser qu'il était sur elle lorsqu'elle l'implorait d'arrêter et qu'elle avait des gestes défensifs. Qu'il est allé jusqu'au bout de son périple criminel, de cette volonté de la tuer.
Ensuite, il va chercher la voiture qu'il gare devant la maison et il charge le corps d'Aline dans la voiture, sur la banquette arrière. Il se met au volant, il traverse le village. Il l'a emmené dans cet endroit, un endroit isolé, après avoir pris du white spirit. Cette boîte d'allumettes, et il a mis le feu et il est parti. Pour le juge d'instruction, les preuves sont accablantes. Il renvoie donc Michael aux assises pour assassinat. L'accusé risque la perpétuité. Alors finira-t-il par retrouver la mémoire et passera-t-il aux aveux? C'est tout l'enjeu du procès à venir. Mardi 24 mai 2022, 4 ans après la mort d'Aline. L'audience s'ouvre à la cour d'assises de Lyon. La famille espère que Michael prendra la parole cette fois pour dire la vérité. Le juge fait diffuser les images insoutenables des restes du corps d'Aline, dans l'espoir bien sûr de déclencher un électrochoc chez l'accusé. Au moment où l'on voit le corps calciné, Perrine, sa sœur, a crié sa douleur. Les parents sont sortis de la salle d'audience avec beaucoup de retenue, beaucoup de réserve, beaucoup de dignité. Patrick Usan, avocat des parties civiles. Et j'avais dans la géographie de cette salle d'audience, en face de moi, le regard de Michael Corsessin, d'Hervin. Il contemplait l'écran comme un documentaire. Aucune émotion. Il n'a pas scié. Il n'a pas baissé les yeux. Et dans le box des accusés, Michael reste impassible. Lorsque la sœur d'Aline vient témoigner à la barre, elle l'apostrophe. Perrine a expliqué que depuis ce drame, elle avait perdu le sommeil, qu'elle avait des cauchemars voyant des crânes dans des flammes. Elle vit une horreur au quotidien. Et elle attend que Michael dise quel est son mobile, pourquoi a-t-il fait ça, comment. Elle a besoin de tous les détails pour finalement pouvoir s'en débarrasser. C'est très très difficile parce qu'on ne sait pas si elle s'est défendue, on ne sait pas si elle a souffert. Aurélie Carré, amie d'Aline. Et du coup, on est pris dans une spirale de scénarios et en fait, finalement, on reste un peu ses prisonniers. Et ça, c'est terrible. Les témoignages de la famille bouleversent l'Assemblée. Pourtant, Michael ne dit rien. Du bout des lèvres, il continue d'avancer son problème d'amnésie. Alors même son avocat perd son sang-froid et essaie de le pousser dans ses retranchements. Effectivement, même si je suis le défenseur de M. Corsessin, je me suis énervé à son encontre, je me suis levé, je lui ai posé des questions et je lui ai posé la question. Loïc Bussy, avocat de la défense. Est-ce possible, oui ou non, que vous ayez étranglé Aline? Et il a répondu, c'est possible. Et à ce moment-là, il a fondu en larmes et il est passé à un autre stade finalement parce que je pense qu'il a pris conscience d'une partie de son geste. Des aveux en demi-teinte. Pour l'avocat de la défense, c'est un premier pas sur le chemin de la vérité. Mais les jurés seront-ils de cet avis? De son côté, l'avocate générale décrit un homme froid et calculateur et réclame la perpétuité. Ce sera au jury de trancher. Après seulement 2 heures de délibéré, le verdict est annoncé. L'accusé a été condamné à 25 ans, mais surtout il a été déclaré coupable des faits qu'on lui reprochait, c'est-à-dire d'assassinat, d'avoir préparé, prémédité minutieusement la mort d'Aline. La famille est très satisfaite qu'il ait été reconnu coupable pour ce qu'il a fait. S'agissant de la peine de 25 ans, bien sûr, une famille victime, mutilée comme elle l'est, aurait préféré une peine plus grave. C'est dans l'ordre des choses. Pour les parents et la sœur d'Aline, eux, ils ont pris une vraie perpétuité. C'est-à-dire que
La perte, elle sera toujours là. Pour les neveux, les jeunes neveux d'Aline, ils la connaîtront jamais. Quand le verdict tombe, je me dis que c'est fini et puis que on ne saura pas. Cécile Raymond, amie d'Aline. Et qu'il faut vivre comme ça maintenant et qu'Aline n'est plus là. Et je me dis qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Michael Corsessin d'Hervin n'a pas fait appel de la décision. Pour la famille, la douleur reste immense, mais tous les proches gardent le souvenir d'une jeune femme brillante et d'une danseuse de talent qui a sans doute rejoint les étoiles. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percez les secrets des faits divers les plus marquants et plongez au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Laetitia de l'Écluse. Le 4 septembre 2014, deux jeunes femmes se présentent à la gendarmerie de Ramonchamp dans les Vosges. Elles sont inquiètes car leur meilleure amie, Laetitia de l'Écluse, a disparu sans laisser de traces. Alors oui, cette mère de famille de 38 ans avait des problèmes de couple. Mais ces disputes fréquentes avec Daniel Rudenko, son compagnon, sont-elles une raison suffisante pour disparaître en abandonnant ces deux jeunes enfants ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Ramonchamp, un petit village de l'Est de la France, en plein cœur du massif des Vosges. Une contrée isolée, située à 1h30 de route de Nancy et à 50 km d'Épinal. Il faut imaginer, on est à la campagne, c'est un paysage un peu vert. C'est une commune sans histoire, plutôt paisible. Sergio de Gouveia, journaliste à Vosges Matin. Les voisins se connaissent plutôt bien entre eux, il y a pas mal d'échanges. Et dans ce village de Ramonchamp, il y a dans la rue de la Filature un petit pavillon bleu. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Où résident depuis un certain nombre d'années Laetitia de l'Écluse et Daniel Rudenko. Laetitia de l'Écluse a 38 ans. En ce qui concerne Daniel Rudenko, il est un petit peu plus vieux. Lui, à ce moment-là, il a 43 ans. Et ils sont tous les deux parents de deux petites filles qui sont âgées de 9 et 7 ans. Un couple tranquille qui vit ensemble depuis 17 ans et qui est très apprécié de son entourage. Laetitia travaille à la maison de retraite de Saint-Maurice-sur-Moselle. Karine Meyer-Miclot, amie de Laetitia. Donc elle s'occupe des personnes âgées, dont les personnes âgées l'apprécient beaucoup, enfin même pour certains l'adorent. Elle est souvent décrite, notamment par ses collègues de travail, comme quelqu'un de doux, discret, gentil, serviable. C'est quelqu'un qui visiblement est pétri de nombreuses qualités. Pour Daniel, en revanche, les choses ne sont pas aussi simples. Son premier métier ne lui convient plus, il veut en changer. Daniel Rudenko, lui, c'est un ancien chaudronnier qui est tenté de monter plus ou moins de briques et de broc une société qui ne marche pas très bien. Mais malgré cela, Daniel et Laetitia sont soudés par l'affection qu'ils portent à leurs deux petites filles. On dira de Daniel Rudenko qu'il est un peu papa poule, et pour Laetitia de l'Écluse, on parlera d'une mère aimante,
Bref, les deux adoraient leurs 2 petites filles. Un environnement paisible, une vie de couple sans nuages et des enfants choyés, Daniel et Laetitia ont tout pour être heureux. Mais tout va basculer un beau jour de 2014. Le 4 septembre au matin, à quelques kilomètres de Ramonchamp, Karine est en train de prendre le petit déjeuner avec sa compagne lorsque le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, Daniel Rudenko. Karine est la meilleure amie de sa femme et elles n'ont aucun secret l'une pour l'autre. Alors Daniel l'interroge. C'est elle ou est Laetitia ? Car hier soir, après lui avoir annoncé qu'elle le quittait, sa femme est partie. Et depuis, il n'a plus de nouvelles. À peu près vers 8h, 8h30, son compagnon de Laetitia nous appelle, moi et ma femme, sur le portable, pour nous demander si Laetitia est là, chez nous, si elle est présente, si elle a passé la nuit, parce qu'elle n'aurait pas dormi chez lui. Les amis de Laetitia lui disent « Mais non, pourquoi tu me racontes ça ?» Et là, il explique parce que elle serait partie dans la soirée avec quelqu'un et elle n'aurait pas réapparu. Là, nous, on ne comprend pas, parce que pour nous, déjà, elle devait travailler, donc elle devait être à l'heure là, au boulot déjà depuis plus d'une demi-heure. Donc, ce qu'on lui dit, ce n'est pas à nous qu'il faut téléphoner. C'est à la résidence, à la maison de retraite. C'est là qu'elle doit y être. Et Laetitia de Lecluse ne s'est pas présentée à son travail. C'est important et c'est un élément essentiel, car cette aide-soignante de 38 ans n'a jamais manqué un seul jour de travail. Donc, ça doit être important ou très grave. La nouvelle de la disparition de Laetitia fait rapidement le tour de la famille. Ma mère m'appelle, me dit Jennifer, Laetitia, elle n'est pas là, elle est partie, on ne sait pas ce qu'elle fait, c'est pas normal. Jennifer de Lecluse, sœur de Laetitia. Je prends mon téléphone, j'appelle sans cesse sur son téléphone, je tombe toujours sur les répondeurs, je lui laisse un message et je lui dis Laetitia, réponds-moi s'il te plaît, tu es où, qu'est-ce que tu fais, rappelle-moi s'il te plaît. Et jamais je l'ai eu au bout du téléphone. Pour ses proches, c'est l'incompréhension. Partir sans rien dire à personne, cela ne ressemble pas à Laetitia. Mais Daniel est catégorique, elle les a bien abandonnés. Il m'a appelé pour me dire que ma sœur était partie après son boulot. Tony de Lecluse, frère de Laetitia. Elle avait pris ses affaires, qu'elle le quittait, qu'elle quittait les enfants. Il dit qu'il l'a vue monter dans une voiture du genre 4x4 et partir. Pourtant, la famille de Laetitia a du mal à croire à ce départ soudain. Car à leurs yeux, il y a une chose qu'elle n'aurait jamais pu faire, laisser derrière elle ses enfants. Je pense pas qu'elle a pu partir. Parce que c'est impossible. Il y a ses filles. Elle serait jamais partie sans ses filles. Ses filles, c'était le centre du monde pour elle. Et il y en a une autre pour qui ce départ précipité est préoccupant. C'est Karine, sa meilleure amie. Alors elle se rend à la gendarmerie pour signaler sa disparition et pour raconter tout ce qu'elle sait. En écoutant Karine, les enquêteurs comprennent que le couple était au bord de la rupture, bien loin de l'image de la famille parfaite qu'il voulait donner. Quand je vais chez les gendarmes, je dresse un portrait d'une femme qui n'en peut plus. Nous, elle nous a dit en fait qu'elle voulait partir, que ça n'allait plus et qu'elle voulait déménager. Et moi, je lui ai dit, écoute, si vraiment ça va pas, j'ai une chambre à la maison qui est libre pour les petites et on s'arrangera. En catimini, elle a quand même œuvré pour se procurer un logement. Un logement qui n'est pas très éloigné du domicile conjugal,
qui se trouve dans les HLM de Ramonchamp. C'est-à-dire à peine 3-4 minutes du domicile conjugal où, à court terme, finalement, va se retrouver seul Daniel Rudenko. Je sais que ma sœur avait dit à ma maman qu'elle allait avoir un appartement au 1er octobre parce qu'elle a fait la demande et qu'elle a trouvé et qu'elle allait partir avec ses 2 enfants. Pour les gendarmes, il n'y a donc plus de doute. Laetitia avait prévu de quitter son mari. Elle avait même programmé le déménagement, mais elle attendait le bon moment. Alors, pourquoi serait-elle partie si précipitamment ? En interrogeant ses proches, les enquêteurs découvrent une réalité dramatique. Que Laetitia vivait depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, on va dire, 2014. Laurent Benz, avocat de la partie civile. Une situation de plus en plus difficile, vraiment un enfer, c'est le mot qu'elle utilise pour raconter ce qu'elle vit à ses copines, à ses collègues de travail. Le gros problème de Laetitia, Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est que, pour elle, son conjoint la martyrise. Laetitia vivait également dans un véritable vase clos. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. J'ai presque envie de dire une prison à la maison. Pour les gendarmes, tout s'explique. À bout de force, elle cherchait juste à fuir une vie insupportable. C'est en tout cas ce qu'elle aurait confié à son entourage. Laetitia Delécluse va dire ce qu'elle a au plus profond de son cœur. Sergio De Gouveia, journaliste à Vosges Matin. Elle va expliquer, dans ces mots, je suis prisonnière, elle va expliquer très clairement qu'elle vit un enfer. Laetitia nous dit être suivie. Karine Meyer-Miclot, amie de Laetitia. Qu'il la surveille, qu'il la suit. D'ailleurs, ce qui me fera beaucoup de mal aussi, moi, c'est que de la voir toujours dire oh, « il était l'heure, je pars, parce que ça va mal se passer ». D'après ses amis, même chez elle, Laetitia ne peut rien faire sans l'autorisation de Daniel. Il lui fait vivre un enfer au quotidien. Elle ne peut pas accéder à l'ordinateur de la famille, car Daniel Rudenko y a mis un code qu'il est le seul à connaître. Il n'est pas question qu'elle aille surfer sur Internet par pur plaisir ou par nécessité. Non, il n'y a que lui qui peut l'utiliser. La même chose en ce qui concerne le courrier. Elle n'a pas accès à la boîte aux lettres. Je la reconnaissais plus, ma sœur. Elle me faisait mal au cœur. On voyait qu'elle était triste. Et elle avait maigri. Mais je voyais très bien qu'elle était plus du tout heureuse. C'est une sorte de séquestration psychologique, avant tout. Il y a ce sentiment de se sentir prisonnier de cet homme qui veut tout contrôler. Pour ses proches, cette situation s'était installée peu à peu au fil des années. À la maison, le comportement tyrannique de Daniel n'avait fait qu'empirer. À tel point que Laetitia avait mis en place toutes sortes de stratagèmes pour échapper à l'emprise de son mari. Elle dort même avec son sac, par peur qu'il vienne à lui prendre certaines affaires au cours de la nuit. Il épiait son sac, même son portable. Quand elle allait prendre sa douche ou qu'elle allait aux toilettes, elle prenait toujours son sac à main. Pourquoi avoir toujours son sac à main? Parce qu'elle a ses propres papiers à l'intérieur de son sac. Elle peut, j'allais dire, agir un peu comme elle l'entend. Parce que pour tout le reste, c'est Daniel Rudenko qui mène sa femme un peu à la baguette. C'est du moins ce que Laetitia Delécluse raconte à ses copines. Au vu de ces témoignages, les gendarmes estiment que Laetitia avait toutes les raisons de fuir son mari. Et s'ils en doutaient encore, un élément supplémentaire finit de les convaincre. En étudiant les finances de la famille, ils découvrent que Daniel Rudenko dépensait tout l'argent du couple dans le jeu. Il allait même jouer sur Internet au jeu. Au lieu d'acheter à manger pour remplir le frigo, non, monsieur préférait aller jouer au casino, se faire plaisir. Jennifer Delécluse, sœur de Laetitia. Pour moi, c'est une addiction. C'est plus fort que lui, ça en est devenu une maladie. Il a faisait des crédits à la consommation. C'était devenu terrible. Entre novembre 2012 et septembre 2013, au casino,
il a quand même dépensé la bagatelle de 24 000 € sur, finalement, 10 mois. Et puis Laetitia n'en peut plus parce que il a vidé les comptes d'épargne des gamines, ça elle ne le supporte pas. Ça va déclencher la prise de conscience que ça ne peut pas continuer. Un conjoint qui la martyrise et qui ruine le couple, voilà donc pourquoi Laetitia se serait enfuie. Une piste séduisante pour les gendarmes. Seulement voilà, quelque chose cloche. Car tous les témoignages concordent, jamais Laetitia ne serait partie sans ses enfants. Elle avait même prévu, en cas de séparation, d'obtenir la garde de ses 2 filles. Avant de disparaître dans la nature, Laetitia de Lecluse a été voir un magistrat, un juge aux affaires familiales. Et devant ce magistrat, elle dit « Je vais partir, je veux partir ». Mais le magistrat lui a dit « Attention, ne quittez pas le domicile conjugal ». Et elle a dit « Je vais donc attendre que la procédure, j'allais dire de divorce, soit enclenchée et que, à ce moment-là, elle puisse quitter le domicile conjugal avec ses 2 enfants dont elle aurait la garde. » En clair, fuir le foyer pour Laetitia, c'était l'assurance de perdre la garde de ses enfants. Pour les gendarmes, l'hypothèse d'un départ volontaire a du plomb dans l'aile. D'autant qu'ils vont recueillir un témoignage qui va les lancer sur une toute autre piste, celle d'une femme très instable. À l'origine de ce rebondissement, Daniel Rudenko en personne. Convoqué pour s'expliquer sur la fameuse soirée du 3 septembre, l'homme va bousculer encore un peu plus leur certitude. Celui qui passait pour le bourreau se présente maintenant comme une victime et il fournit aux enquêteurs des preuves accablantes contre sa femme. Alors Daniel Rudenko, lui, il dit qu'il vit avec Laetitia, qui est fragile psychologiquement. C'est un doux euphémisme. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il pense que sa femme a des problèmes d'ordre psychiatrique. Il pense que sa femme frappe les enfants. Rudenko prétendait que Laetitia de Lecluse traînait les filles par les cheveux. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. Qu'elle les frappait, qu'elle leur mettait des claques au visage, qu'elle les rabaissait, qu'elle leur criait dessus, qu'elle les insultait. Il fait véritablement le portrait de la pire des mères qui puisse exister. C'est une mauvaise mère, selon lui. C'est une mère maltraitante et presque perverse, car elle aurait des comportements un peu ambigus, j'allais dire, elle se livrerait à certaines exhibitions sexuelles devant ses propres filles. Daniel raconte aux enquêteurs qu'à l'époque, il avait même alerté son entourage. Son neveu, Alexis, s'en souvient parfaitement. Et on se dit, mais c'est une mère indigne, quoi. C'est une mère indigne, oser se toucher devant ses filles. Alexis, neveu de Daniel Rudenko. Oser les frapper, les tirer par les cheveux. Enfin, c'était vraiment violent, quoi. C'était vraiment violent. Les gendarmes commencent à douter. Laetitia était-elle aussi parfaite que sa famille et ses amis semblent le croire? D'autant que Daniel Rudenko va encore plus loin et fait des révélations fracassantes. Selon lui, sa femme avait une très bonne raison de fuir la région précipitamment. Elle a tenté d'empoisonner les 2 filles. Et ça s'est passé le 4 août 2014. Ce jour-là, selon les déclarations de Daniel Rudenko, il voit ses filles absorber un liquide dans une bouteille. Sergio de Gouveia, journaliste à Vosges Matin. Et à partir de là, Daniel Rudenko explique qu'il voit ses filles groggy. Il utilise même le terme bourré. Il a l'impression qu'elles sont bourrées. Et à partir de là, il décide de les prendre avec lui et de les emmener dans un centre hospitalier pour y subir des examens. Et les résultats tombent. Dans les urines d'une des filles, on trouve des traces de benzodiazépines. Qu'est-ce que des benzodiazépines? C'est
un calmant que prend habituellement Daniel Rudenko. Laetitia, ne supportant plus ses enfants, Laurent Benz, avocat de la partie civile, aurait en quelque sorte drogué les deux filles pour qu'elles se tiennent tranquilles, en utilisant les médicaments que lui, Daniel Rudenko, avait pris à un moment donné. Il avait fait un épisode dépressif, il avait effectivement un anxiolytique, un antidépresseur. Bon. Et pour prouver ce qu'il avance, Daniel Rudenko rappelle aux enquêteurs la plainte qu'il a déposée un mois auparavant contre sa compagne, l'accusant d'avoir administré des cachets nocifs à ses filles. On est dans le cas, à ce moment-là, d'une femme qui aurait, d'une certaine manière, pris la fuite après avoir tenté d'empoisonner ses enfants. On est dans le cadre d'une mère qui a des intentions meurtrières à l'égard de sa progéniture. Plus incroyable encore, Laetitia aurait envoyé à son conjoint des textos qui évoquent cet empoisonnement la nuit même de son départ. Daniel Rudenko les a conservés. Premier SMS que Daniel Rudenko reçoit de Laetitia Delécluze, les termes sont déjà très clairs. Je n'ai pas envie d'aller en prison, vu que tu as trouvé la boîte de médicaments que j'ai donnée aux gamines. Je suis désolé, je suis allé trop loin, pardonne-moi. Réponse de Daniel Rudenko sur son texto. Tu te rends compte que tu as essayé de les droguer? Elle dit oui, je sais. J'ai menti à tout le monde. Même à mes parents, ma sœur, mon frère, mes collègues de travail. Et c'est pour cela que je veux m'en aller. Débrouille-toi avec les gamines. D'après Daniel, Laetitia serait donc une mère de famille en fuite, épouvantée par ses pulsions meurtrières. Une femme qui, pour cacher ses projets criminels, aurait donc fait croire à sa famille et à ses amis que son conjoint la martyrisait. Daniel Rudenko dit « Elle a voulu fuir pour éviter la justice, pour éviter la prison. Elle a empoisonné ses filles, elle le reconnaît, elle ne veut pas l'assumer, donc elle a pris la fuite. » Moi, je me dis que, étant donné que nous, on a aussi les versions de la part de Daniel, qui nous dit qu'il y a des violences sur les filles, que de sa part, que les filles sont maltraitées, on se dit, est-ce qu'elle se dit pas tout va se savoir et je sais ce qui m'attend, donc autant tout arrêter. Il y a deux planètes différentes. Il y a la planète Rudenko, une mauvaise mère qui s'enfuit pour échapper aux conséquences de ses actes graves sur les enfants, et puis la planète Laetitia, où on a une jeune femme vraiment adorable, qui est une mère de famille remarquable, et puis qui vit progressivement un enfer au fur et à mesure qu'elle décide de partir. Donc on a effectivement deux thèses qui sont irréconciliables. Les gendarmes, eux, croient à la version de Daniel. Les éléments qu'il avance contre sa compagne semblent tenir la route. Mais pour la famille de Laetitia, c'est impossible. D'après eux, jamais la jeune maman n'aurait pu faire de mal à ses petites filles. Ma sœur n'était aucunement violente avec ses enfants. Elle les aimait, ses enfants, elle était câline, elle leur faisait des câlins. Jennifer Delécluze, sœur de Laetitia. On voyait qu'il y avait de l'amour, mais elle n'était pas violente, ma sœur. Jamais elle a maltraité ses filles, jamais. J'ai bien précisé aux gendarmes. Tony Delécluze, frère de Laetitia. Il fallait bien contrôler les dires de Daniel Rudenko parce qu'on n'y croyait pas du tout. Une semaine après la disparition de Laetitia, les enquêteurs piétinent. Et ils sont inquiets. Jusqu'ici, ils pensaient avoir affaire à une mère de famille qui avait quitté le foyer conjugal en vue d'une séparation. Maintenant, ils craignent qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de plus grave, car cela fait 7 jours qu'elle ne donne plus signe de vie. A-t-elle été victime d'un accident ? S'est-elle suicidée ? Ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Pour le savoir, les gendarmes ouvrent une enquête judiciaire pour disparition inquiétante. Ils vont faire ce qu'on appelle dans le langage criminel fermer des portes. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur le fait que Laetitia Delécluze est peut-être quelque part dans la nature. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs. L'affaire prend une autre dimension. Et le plus urgent, c'est de retrouver Laetitia. Alors, ils lancent des recherches tous azimuts. Les gendarmes vont vérifier si elle avait des liaisons. Aucune liaison. Femme fidèle,
pas d'amant. Ils font également certaines recherches dans le périmètre de Ramonchamp. Ils fouillent une usine désaffectée qui est toute proche, qui est quand même assez énorme en termes de superficie, sauf que ça ne donne rien. À partir de là, il va y avoir un appel par le biais de la presse auprès des Vosgiens, des lecteurs, sauf que ça ne donne rien. Les heures passent, les jours. Et là, je me dis, il lui est arrivé quelque chose. Pour moi, elle est séquestrée quelque part, mais elle est en vie, ma sœur. Je la vois pas, c'est pas possible. Elle est pas morte, ma sœur, c'est pas possible. Pour les proches, cette incertitude est insoutenable et ils ne supportent pas de rester inactifs. Alors Karine prend les choses en main et décide d'organiser une battue. Peut-être trouveront-ils un nouvel indice qui permettra de relancer l'enquête. Il fallait que je fasse remuer un peu plus les choses. Karine Meyer-Miclot, amie de Laetitia. Et c'est prévu pour le dimanche, en fait. Pour le dimanche matin. Et là, surprise, on se retrouve quand même avec encore plus de personnes. On se retrouve à 60 personnes, ce qui peut paraître peu pour certains, mais pour nous, c'était déjà quand même beaucoup. Derrière, c'est les forêts, c'est assez grand. Il y a des lacs. Je crois qu'il y a les 1000 étangs. Il y avait une station d'épuration. Et il y avait un ruisseau un peu plus loin. Donc on a décidé de ratisser en fait tout le quartier. En fait. Le 14 septembre 2014, 10 jours après la disparition de Laetitia, tous ses proches sont réunis et les médias s'emparent de l'affaire. Qu'est-il advenu de Laetitia Delécluze, disparue depuis 10 jours dans les Vosges? Les proches de cette femme de 38 ans ont décidé d'organiser une battue pour tenter de la retrouver. Une file ininterrompue de voitures. Ils sont tous venus. La famille, les amis, les collègues, les voisins, tous réunis pour tenter de dénicher le moindre indice. Surtout, si vous trouvez quelque chose, ne le touchez pas. Bon, la gendarmerie fait ce qu'elle peut de son côté, mais nous, on n'a pas vu de recherche vraiment comme nous on fait. Mais alors que les bénévoles commencent à fouiller la forêt et les environs, Daniel Rudenko prévient qu'il ne prendra pas part aux recherches. Une décision qui indigne les proches de Laetitia. Il a dit, de toute façon, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, je prends les filles, je vais au restaurant. Il voulait vraiment retrouver Laetitia pour savoir la vérité, si elle était partie ou pas. Il n'a même pas demandé s'il pouvait participer à la battue ou quoi que ce soit. Il n'a rien fait de tout ça. Il a dit non, je vais partir, je vais aller manger au restaurant avec mes filles. Nous, on recherche, lui, il va au restaurant. C'est une attitude un peu déplacée, quoi. Je sais pas, moi, ma compagne viendrait à disparaître du jour au lendemain, je sais pas, je remue ciel et terre pour la retrouver. Le comportement de Daniel Rudenko ne passe pas auprès de la famille. Pire, il va même attirer les soupçons sur lui. Les rumeurs commencent, bien entendu, à s'amplifier sur le secteur de Ramonchamp. Sergio De Gouveia, journaliste à Vosges Matin. Certains se demandent si, justement, il ne serait pas pour quelque chose dans sa disparition. C'est la thèse du frère de Laetitia. Daniel Rudenko tyrannisait sa sœur et il est persuadé qu'il aurait pu aller plus loin. C'est en tout cas ce qu'il affirme aux journalistes présents ce jour-là. Ce que j'espère, c'est de retrouver ma sœur en premier. Après, il y aura des poursuites à l'encontre de son compagnon. Face à de telles accusations, les journalistes locaux eux-mêmes sont intrigués. Ils réussissent à joindre Daniel Rudenko, parti tranquillement déjeuner au restaurant. J'ai absolument rien à cacher. La maison a été fouillée de fond en comble le jeudi même. La brigade criminelle est venue chez moi et j'ai passé 2 jours d'enfer avec la gendarmerie, avec la brigade criminelle, qui sont venus fouiller, mettre la maison sans dessous. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. À la fin de la journée, il faut se rendre à l'évidence, la battue n'a rien donné. Officiellement, les gendarmes semblent faire du surplace. Mais dans la réalité, ils ont mené de discrètes investigations de leur côté et elles réservent un coup de théâtre. Depuis le début de leurs recherches,
les enquêteurs ont suivi une piste, celle de la voiture de Laetitia. D'après les déclarations de Daniel Rudenko, Laetitia serait partie en 4x4 avec un inconnu. Elle n'a donc pas pris son véhicule, resté devant chez elle. Mais il décide quand même de le passer au peigne fin. Et en inspectant la voiture, Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Ils vont faire une découverte qui va, j'allais dire, changer radicalement la face des investigations. Ils vont retrouver à l'intérieur de la voiture de Laetitia Delecluse le portable de la disparue. Elle serait jamais partie sans son portable. Tony Delecluse, frère de Laetitia. Même pour envoyer des SMS. Comment on aurait pu faire pour envoyer des SMS sans son portable? Une découverte capitale que ce portable, car c'est lui qui va faire basculer l'affaire. Tout d'abord, les gendarmes vont décortiquer sa mémoire et découvrir un élément étonnant. Ils vont repérer, via la géolocalisation, le lieu précis d'où Laetitia aurait envoyé ses textos. Et là, surprise. Le téléphone de Laetitia Delecluse ne borne qu'à Ramonchamp. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais bougé, ce téléphone n'a jamais bougé de son domicile, ou en tout cas de son proche environnement. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle envoie ses textos en disant à Daniel Rudenko « je m'en vais », alors qu'elle se trouve visiblement à proximité de la maison, et qu'elle balance le téléphone dans la 306 blanche, et qu'elle s'en aille par la suite. C'est un comportement quand même un peu bizarre. Les gendarmes examinent ensuite les fameux textos que Laetitia aurait envoyés à son conjoint pour lui dire qu'elle le quittait. Et un détail troublant va attirer leur attention. Ces SMS, ils sont bizarres parce que c'est pas son écriture à ma sœur. Laetitia Delecluse a également une manière très particulière d'écrire ses textos. Elle les écrit en abrégé. Sauf que là, ce sont des écritures, ce sont des mots complets à chaque fois. Ça ne correspond pas à sa manière d'utiliser un téléphone portable, quoi qu'il en soit. Et ça n'est pas tout. Un autre indice renforce les soupçons des gendarmes. Les textos sont rédigés au masculin. Et donc, ça, c'est un élément qui est bizarre et qui pourrait faire penser au fait que c'est pas Laetitia qui a écrit les textos, c'est un homme et pourquoi pas son propre conjoint. Les enquêteurs se posent de plus en plus de questions, d'autant qu'ils découvrent que Laetitia serait aussi partie sans sa carte bancaire. Étrange pour une personne qui souhaite s'enfuir et refaire sa vie. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise, car ils découvrent que cette carte bancaire a été utilisée dans une station-service de la région après la disparition de Laetitia. C'est pas Laetitia Delecluse qui fait ce plein, c'est Daniel Rudenko. Il est d'ailleurs bien reconnu sur les bandes de vidéosurveillance de la station. Très vite, les enquêteurs vont se demander, voilà, quelqu'un qui est inquiet pour le départ de sa compagne. Laurent Benz, avocat de la partie civile. Et la première chose qu'il fait, c'est d'aller faire le plein avec la carte bancaire de sa femme. Bon, les enquêteurs sentent bien qu'il y a des choses qui collent pas. On résume, Laetitia Delecluse est partie sans sa voiture qu'elle a laissée à la maison. Laetitia Delecluse est partie sans son portable. Laetitia Delecluse a vraisemblablement pas écrit ses textos. Et Laetitia Delecluse aurait envoyé, si jamais elle a envoyé ses textos, depuis sa maison. Et Laetitia Delecluse ne s'est pas servie de sa carte bancaire qu'elle a évidemment laissée à son gentil compagnon avant de partir et de prendre la poudre d'escampette alors qu'on sait très bien qu'elle détestait Daniel Rudenko. Tout ça amène évidemment les soupçons vers le conjoint, vers Daniel Rudenko, qui devient le suspect numéro 1 dans cette affaire. Les gendarmes avancent à grands pas. Ils sont maintenant persuadés que Daniel Rudenko a menti sur les circonstances du départ de sa compagne. Les enquêteurs se posent la question. Ne serait-il pas impliqué dans la disparition de Laetitia ? Pour le savoir, une seule solution. L'interpeller à son domicile et l'interroger de nouveau. En garde à vue, Daniel Rudenko ne se laisse pas impressionner. Il a réponse à tout.
Mais quand les gendarmes le questionnent plus précisément sur la soirée de la disparition, le suspect hésite. Il va changer souvent de version. La première, c'est effectivement, elle est pas rentrée de la nuit, elle a envoyé des messages. Il y a une autre version comme quoi... Karine Meyer-Miclot, amie de Laetitia. Vers une certaine heure, vers 11h quelque chose, il aurait entendu une voiture qui serait venue chercher Laetitia. Un coup, elle rentrait, lui était couché, il dormait pas, il était en bas dans le canapé. Il se mélange complètement dans ses dires. Ces explications sont loin de satisfaire les gendarmes. Bien au contraire, ils sont maintenant persuadés que Daniel Rudenko essaie de leur cacher la vérité, qu'il en sait plus sur la disparition de sa femme. Pour trouver de nouveaux éléments qui confirmeraient leur hypothèse, ils perquisitionnent la maison familiale en employant cette fois les grands moyens. Ils vont se rendre au domicile de Daniel Rudenko. Sergio De Gouveia, journaliste à Vosges Matin. Avec un chien spécialisé dans la recherche de cadavres et de restes humains. Le chien est à peine arrivé sur les lieux, ni une ni deux, il descend dans la cave. Daniel Rudenko est là à ce moment-là, alors qu'il était, on va dire, plutôt serein jusque-là. Dès qu'il voit le chien filer dans la cave, il tombe dans les pommes. Et là, forcément, les enquêteurs se disent qu'il y a quelque chose qui s'est déroulé dans cette cave. Soudain, l'animal marque à un endroit précis. Le chien a reniflé l'odeur de la mort. On commence aussitôt à creuser le sol en terre battue de la cave. Ils vont découvrir l'innommable, l'indicible. Il tombe sur des bâches et des sacs poubelles. 4 sacs poubelles, une grande bâche. Dans ces sacs poubelles, des portions des membres inférieurs de Laetitia de l'Écluse. Et dans la grande bâche, le tronc, les membres supérieurs et la tête. Là, on bascule dans l'horreur, hein, soyons clairs. Là, on bascule dans quelque chose qui est pas prévisible, qui n'est pas ordinaire. Les enquêteurs sont face à un crime particulièrement odieux. Daniel Rudenko fond en larmes, incapable de prononcer un mot. Les gendarmes doivent maintenant apprendre la terrible nouvelle aux proches de Laetitia. J'ai hurlé. J'ai hurlé, j'en pouvais plus. Donc c'est moi qui ai annoncé la nouvelle à mes parents, quoi. Tony de l'Écluse, frère de Laetitia. Donc c'est mon père au départ qui a eu le très gros choc, et ma sœur Jennifer aussi. J'arrive pas à me dire qu'elle est morte en fait, j'arrive pas, et même au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à me le dire. Daniel Rudenko est immédiatement transféré à la gendarmerie. Il va devoir s'expliquer sur ces découvertes macabres. Et là encore, sous le choc de la perquisition, le chaudronnier de 44 ans craque. Il reconnaît avoir tué Laetitia de l'Écluse. Reste maintenant à éclaircir les circonstances de la mort de sa femme. Daniel Rudenko explique alors, d'une façon assez rapide, que c'est un accident. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Ce soir-là, effectivement, Laetitia de l'Écluse a quitté son travail, elle a quitté sa maison de retraite et qu'elle est rentrée au domicile. Elle s'est alors dirigée vers une sorte de buanderie et, d'après lui, il y a une explication entre sa conjointe et lui. Toujours à propos de l'empoisonnement. Laetitia de l'Écluse lui aurait à ce moment-là demandé qu'il lui remette les médicaments qui auraient, toujours selon lui, été utilisés pour empoisonner ses 2 filles. Elle se serait énervée, elle se serait emparée d'un couteau qui est dans une glacière
et elle aurait à ce moment-là menacé Rudenko avec le couteau. Il l'aurait désarmé, il l'aurait repoussé. Et en la repoussant, il aurait porté ce coup volontaire au niveau du cœur. Mais comme il explique, sans l'intention de vouloir les tuer. Face aux gendarmes, Daniel Rudenko poursuit ses aveux. Laetitia s'effondre morte dans ses bras. Il descend son corps dans la cave et il la cache sous des planches. Puis il nettoie l'arme du crime et la remet dans un tiroir. Un scénario macabre qu'il acceptera de reconstituer pour les besoins de l'enquête. Rudenko confie ensuite qu'il ne savait pas trop quoi faire du corps. Il aurait alors décidé de se débarrasser du cadavre de sa conjointe en l'enterrant dans sa cave. La seule chose qu'il ait dit d'à peu près cohérent, Laurent Benz, avocat de la partie civile, c'est de dire « J'ai essayé de creuser un trou, j'ai pris des outils qui n'étaient pas adaptés, j'ai pris une petite pelle et une cuillère, parce que je ne voulais pas réveiller les enfants qui dormaient au-dessus. » Le trou qu'il creuse n'est pas suffisamment grand pour enfouir un corps. Le trou est trop petit, donc j'adapte le corps au trou. C'est fou, mais c'est ça qu'il dit. Alors, au lieu, j'allais dire, de trouver ou d'élargir cette tombe de fortune pour sa compagne, eh bien, il va la découper. Il aurait pris un couteau, mais quand on parle de couteau, on parle d'un couteau assez imposant, une scie également, et qu'il l'aurait démembré pendant que les enfants dormaient au-dessus. Pour finir, Rudenko camoufle cette tombe de fortune avec quelques gravats. Et pendant près d'un mois, ces deux petites filles vivent avec le cadavre de leur mère enterré sous leurs pieds. C'est horrible à imaginer. Karine Meyer-Miclot, amie de Laetitia. Plus tard, dans leur petite tête, elles vont grandir, mais dans leur tête d'enfant, elles vont dire « J'ai vécu pendant plus d'un mois au-dessus du corps de ma mère. » Il faisait sa petite vie tranquille avec les petites thèses et que ma sœur, elle était en morceaux à la cave, quoi. Et Daniel Rudenko ne s'arrête pas là pour dissimuler son crime. Il agit comme si rien ne s'était passé. Il fallait que tout paraisse normal, jusque dans les moindres détails. Le couteau du crime reprendra ainsi sa place dans la cuisine et servira pour les repas quotidiens. Il aura découpé le corps, il va passer le couteau à l'eau, et puis il va le mettre au lave-vaisselle, tranquillement, avec les cuillères du petit déjeuner du lendemain. Voilà, on a des petites filles là, qui déjeunent le matin, et dans le lave-vaisselle, à côté d'elles, il y a le couteau qui a dépecé leur mère. Là, on est dans une autre dimension. Hein. Bon, moi, à mon avis, là, on est sur la planète Rudenko, mais il y a que... Voilà. Une dimension terrifiante dont vont s'emparer les médias locaux. Les habitants de cette tranquille région des Vosges sont sous le choc. Daniel Rudenko a passé sa première nuit en prison, mis en examen hier pour meurtre aggravé. Le compagnon de Laetitia de l'Écluse a été placé en détention provisoire. Il a partiellement reconnu les faits. Le corps de Laetitia de l'Écluse a été découvert enterré dans la cave de la maison familiale à Ramonchamp, dans les Vosges. C'est monstrueux. Ce mec-là, c'est... Oh. J'ai pas de mots pour le définir parce que je crois qu'il n'y en a même pas. C'est un meurtrier, un psychopathe, un manipulateur, un menteur. Mais après, ça c'est petit encore. C'est petit, mais c'est un boucher. On découpe pas un être humain, quoi. Les obsèques de Laetitia de l'Écluse ont lieu le 13 octobre 2014. Une terrible épreuve pour les proches de l'aide-soignante, qui laisse derrière elle une famille complètement traumatisée et deux petites filles de 7 et 9 ans. Tandis que l'instruction démarre, chez les proches de Laetitia, l'émotion laisse la place à la colère.
Ils veulent que Rudenko soit condamné le plus sévèrement possible et ils ne se posent qu'une seule question. A-t-il dit la vérité ? Est-ce bien, comme il l'affirme, un accident ? Une dispute conjugale qui aurait dérapé ? Ne l'aurait-il pas plutôt tué de sang-froid ? C'est en tout cas ce que pense la famille. Pour moi, c'est pas possible que ma sœur l'ait menacée en premier. Jennifer Delécluse, sœur de Laetitia. Déjà, vu le gabarit que lui il a et que ma sœur a, non. Déjà, si c'est pas possible, c'est inimaginable. Ça peut pas être un accident. Il avait le couteau à la main. Tony Delécluse, frère de Laetitia. Donc une fois qu'on a le couteau à la main, on leur peut dire bah, c'est bon, calme-toi. Non, mais il fait quand même le geste vers ma sœur et qui lui plante le couteau. Donc ça, c'est volontaire. Toujours d'après la famille de Laetitia, ce couteau serait aussi un élément à charge contre Daniel Rudenko. Encore une fois, il aurait menti. Effectivement, Daniel Rudenko a prétendu que le couteau avec lequel Laetitia l'a agressé était un couteau qui lui appartenait à elle. Sébastien Bonnet, avocat des filles de Laetitia et Daniel. Et dont elle se servait de manière fréquente au travail pour notamment faire les repas. Sauf que lorsqu'on a été vérifié à la maison de retraite, personne ne connaissait, n'avait jamais vu ce couteau. Et surtout, dans le cadre des chantiers de son entreprise, un témoin s'est rappelé avoir vu lors d'une pause déjeuner M. Rudenko avec ce couteau. Il l'a décrit précisément et lorsqu'on lui a présenté, il l'a reconnu. En clair, si les enquêteurs arrivent à prouver que Rudenko avait apporté son couteau, il pourrait y avoir préméditation. Et ça n'est pas tout. Un autre élément pourrait l'accabler. Si c'était vraiment un accident, comme il l'affirme, pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours ? Il est à 5 minutes de l'hôpital du Tillot. Il est à un quart d'heure de l'hôpital de Remiremont. S'il veut tenter de sauver Laetitia à ce moment-là, il peut le faire. Il peut l'emmener dans sa voiture. Elle avait une chance de survie. Lui, il la laisse dans ses bras pendant un quart d'heure, 20 minutes, sans rien faire. Mais dans ces cas-là, on appelle les secours. Mais il n'a rien fait, il l'a laissé mourir comme une bête. Mais Daniel Rudenko continue de nier toute idée de préméditation. Il a été dépassé par les événements. Et c'est pour cela qu'il n'a pas appelé à l'aide. Pour défendre cette thèse, il recrute un ténor du barreau, maître Gérard Welzer. La logique voudrait que vous appeliez les secours. Mais lui ne raisonne pas en logique. Il vient de faire quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et à ce moment-là, ça va être la fuite en avant. Il va essayer, de la manière la plus maladroite et inadmissible qui soit, de masquer ce qu'il a commis. Plutôt que de se rendre en disant « il y a eu un accident, il y a eu une bagarre ». Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Je sais pas ce qui m'a pris. Pas du tout. Il va concocter des textos pour expliquer le pourquoi et le comment du départ de Laetitia. Oui, j'ai bien drogué mes enfants. Oui, je vous demande pardon. Oui, j'ai menti à tout le monde. Ça, c'est l'œuvre de Daniel Rudenko. Mais son avocat possède un deuxième argument d'autant plus fort qu'il s'appuie sur les expertises médico-légales. Rudenko n'a porté qu'un seul coup à sa femme. S'il avait voulu la tuer, dit-il, il l'aurait poignardée plusieurs fois. Or, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il n'y a qu'un seul coup de couteau, souvent, il n'y a pas volonté de donner la mort. Gérard Welzer, avocat de Daniel Rudenko. Quand ce coup n'est pas donné à la carotide, quand ce coup n'est pas donné avec une violence telle, les experts nous ont dit que c'était pas sûr qu'il était violent, ce coup. Donc, lui traduit ça dans son langage. Je voulais pas qu'elle meure. Pour moi, c'est un accident. Pour l'avocat de la défense, tout démontre dans le dossier qu'il s'agit d'une simple dispute conjugale qui aurait mal tourné. Fort de ces constatations, il compte plaider l'accident au procès. Une version qui indigne les proches de Laetitia. Le 20 juin 2017, 3 ans après la mort de Laetitia Delécluse, la petite cour d'assises d'Épinal connaît l'affluence des grands jours. Car en ce premier jour d'audience, l'incertitude domine.
Moi, je suis impatient et stressé aussi de voir du verdict. Dans tous les cas, ce ne sera jamais assez pour nous, de toute façon. Voilà. Pour nous, c'est perpète, mais bon, après... Dans le box des accusés, Daniel Rudenko. Renvoyé pour meurtre aggravé, il risque la perpétuité. Pendant les 4 jours que va durer le procès, les rebondissements vont se succéder, remettant en cause des faits que l'on croyait établis. Et c'est l'accusé lui-même qui va faire basculer le cours de l'audience sur les conseils de son avocat. Notre rôle, maître Stéphane et moi, ça a été de dire à Daniel Rudenko à la prison la veille du procès, ça suffit. Vous avez reconnu l'essentiel. Vous avez malheureusement donné la mort à cette malheureuse Laetitia. Vous avez commis ces faits après qui vont de toute façon donner une coloration encore plus dramatique au décès de Laetitia. Arrêtez. Arrêtez avec ces mensonges. Arrêtez avec ces accusations. Il y a une victime, c'est Laetitia. Il faut dire la vérité. Dès l'ouverture des débats, Daniel Rudenko suit les recommandations de son avocat et révèle enfin la vérité devant une salle médusée. Il a reconnu que toutes les accusations de maltraitance psychologique, physique et sexuelle Laurent Benz, avocat de la partie civile. Qu'il avait monté de toutes pièces contre sa compagne était une pure invention de sa part. Mais alors, si Laetitia ne maltraitait pas ses 2 filles, pourquoi aurait-elle tenté de les empoisonner, comme l'affirmait aussi Daniel Rudenko ? Les expertises médicales avaient pourtant confirmé la présence de benzodiazépines dans les analyses d'une des enfants. Et là, 2e coup de théâtre. Les expertises se sont trompées. Dans le certificat qui a été envoyé au procureur de la République, il y a eu un mauvais copier-coller. Sergio De Gouveia, journaliste à Vosges Matin. Faisant apparaître ces traces qui n'existaient absolument pas. Autrement dit, on se trouve avec tout simplement une erreur médicale tragique. Selon la défense, Daniel Rudenko ne savait rien de cette erreur médicale. Ce certificat médical erroné a conforté cette psychologie de Daniel qui était « elle fait du mal aux enfants ». Mais pour l'accusation, Daniel Rudenko était bien au courant qu'il n'y avait pas empoisonnement. Et au contraire, il a joué de cette erreur médicale pour accabler Laetitia. Il crée un mensonge de toutes pièces et il a la preuve matérielle que c'est pas un mensonge. C'est formidable pour quelqu'un. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il devient tout puissant. Il a un levier qui lui permet de dire « j'ai la preuve que Laetitia est maltraitante, j'ai la preuve qu'elle a tenté d'empoisonner les enfants. » Et comme l'empoisonnement n'a pas fonctionné, tout l'entourage de ma sœur disait que c'était impossible qu'elle fasse du mal à mes petites nièces. Jennifer Delécluse, sœur de Laetitia. Pour lui, il s'est senti perdu. Là, il s'est dit elle part avec mes filles, donc pour lui, il n'a plus de solution que s'en débarrasser. C'est un manipulateur opportuniste. Il a pris des éléments qu'il avait autour de lui, il les a reliés, il a construit des choses avant le meurtre et il en a construit après le meurtre. Laurent Benz, avocat de la partie civile. Il est intelligent, il est manipulateur et il est opportuniste. Et en ce sens, il a baladé quand même beaucoup de monde. Les membres de la famille de Daniel Rudenko sont à leur tour ébranlés. Alexis, son neveu, qu'il a toujours défendu contre vents et marées, commence à douter. On se sent sali, en fait. On se sent sali. On découvre une autre personne, quoi. Parce qu'en prison, on voyait quelqu'un qui était dévasté, qui avait été poussé à l'acte, on peut dire, par les événements. Alexis, neveu de Daniel Rudenko. Mais en fait, là, derrière la vitre au tribunal, on se rend compte qu'on est face à un manipulateur, quoi, à quelqu'un qui a tout inventé, quoi. Quant au jury, il comprend que toute cette affaire s'est nouée autour des 2 fillettes du couple. Le mobile apparaît enfin. La séparation se profilait
et Daniel Rudenko craignait de perdre la garde de ses enfants. Daniel Rudenko est un citoyen qui adorait ses filles. Gérard Welzer, avocat de Daniel Rudenko. Qui n'a pas supporté cette rupture qui se profilait, qui a eu peur que sa compagne parte avec ses 2 filles. C'est un banal conflit de séparation qui a tourné de manière dramatique lorsqu'il y a eu cette dispute du 3 septembre. Si le jury retient le meurtre aggravé, Daniel Rudenko encourt entre 20 ans de réclusion et la perpétuité. Si au contraire les jurés sont convaincus par la défense, qui a plaidé les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'accusé écope au maximum de 15 ans de prison. Après 4 jours de débat, le verdict tombe. Daniel Rudenko est condamné pour meurtre à 20 ans de prison, dont 13 de sûreté. La préméditation n'a pas été retenue. Il perd également l'autorité parentale sur ses 2 petites filles. Une condamnation que le père et la sœur de Laetitia acceptent avec difficulté. C'est pas payé, quoi. Il n'est pas assez puni. Non, il n'est pas puni. C'est pas assez puni. Pas de ce qu'il a fait. Non. C'est monstrueux. Ouais. Monstrueux. On peut pas dire que c'est la fin d'un cauchemar parce que... Non, tu vas en tête. Pour moi, je sais pas si j'arriverai à faire le deuil un jour, en fait. Parce que quand je vais au cimetière, j'arrive pas à voir ma sœur dans le cercueil, en fait. Déjà, rien que de savoir dans l'état qu'elle est... C'est une famille brisée qui quitte ce soir le tribunal. Justice a été rendue, mais le deuil n'est pas terminé. Les 2 fillettes grandiront sans leur mère et ne reverront leur père qu'à sa sortie de prison, seulement si elles le souhaitent. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.